Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Découvrons ensemble le sommaire de votre journal. Sa Majesté le roi Mohamed VI a reçu hier au Palais Royal de Marrakech le ministre de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Économie numérique, Hafid Al-Alami, et le président directeur général du groupe Renault, Carlos Ghosn. Lors de cette audience, le souverain a été informé du projet d'extension de la société marocaine de construction automobile. Toujours à Marrakech, Sa Majesté le roi Mohamed VI a procédé hier à l'inauguration de la piscine semi-olympique couverte Sidi Youssef Ben Ali et des terrains de proximité Askjour, deux projets sportifs de proximité à forte valeur sociale. Rabat et Lisbonne, déterminés à renforcer leur partenariat stratégique, c'est ce qui ressort principalement du communiqué commun publié à l'issue des entretiens tenus entre le président de l'Assemblée de la République, Ferro Rodriguez, et le président de la Chambre des représentants, Habib Melki. Nous parlerons également de la 15e édition du Festival des Andalousies Atlantiques d'Essaouira, un festival qui incarne le métissage et la richesse du patrimoine culturel marocain, avec 12 spectacles appelant à la paix et à la tolérance. Sa Majesté le roi Mohamed VI a reçu hier au Palais Royal de Marrakech le ministre de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Économie numérique, Hafid Al-Alami, et le président directeur général du groupe Renault, Carlos Ghosn. Lors de cette audience, le souverain a été informé du projet d'extension de la société marocaine de construction automobile, la Somaca, par le doublement de sa capacité de production afin d'atteindre 160 000 véhicules par an à l'horizon 2022. Avec ce doublement de la production de la Somaca, le groupe Renault portera sa capacité de production au Maroc à 500 000 véhicules par an, dont 340 000 produits à l'usine de Tanger, et cela dans le cadre du programme d'accélération industrielle. En 2007, la Somaca avait exporté son premier véhicule, les Made in Morocco. Depuis lors, c'est devenu une véritable plateforme d'exportation, puisque plus de 60% de sa production est destinée à l'export. Et toujours à Marrakech, Sa Majesté le roi Mohamed VI a procédé hier à l'inauguration de la piscine semi-olympique couverte Sidi Youssef Ben Ali et des terrains de proximité Askjour, deux projets sportifs de proximité à forte valeur sociale réalisés pour un investissement global de près de 31 millions de dirhams hors foncier. Illustration nouvelle de la haute sollicitude dont le souverain ne cesse d'entourer le sport et la jeunesse. Les développements tout de suite avec Souad Nached. Des réalisations à même d'offrir des espaces de divertissement, de détente et d'entraînement pour les jeunes des quartiers d'implantation, les protégeant contre toute forme de conduite à risque et participant à leur sociabilisation et à leur épanouissement. La piscine couverte Sidi Youssef Ben Ali devra permettre à une large frange de la population de pratiquer la natation dans les meilleures conditions d'encadrement et de sécurité. D'une superficie de plus de 4000 m², la nouvelle piscine édifiée à proximité du stade Sidi Youssef Ben Ali comporte un bassin semi-olympique de 6 couloirs, des gradins de 200 places, une salle de remise en forme, des vestiaires, une infirmerie, un café-restaurant et un espace d'accueil. Cette piscine, qui répond aux normes internationales en matière d'efficience énergétique et d'économie d'eau, permettra aux jeunes de disposer d'une infrastructure adéquate pour exercer et valoriser leurs talents. Elle contribuera à la dynamisation de la vie associative sportive, comme elle favorisera l'émergence de nouveaux athlètes en mesure de concourir au niveau national et international. Ce projet fait partie intégrante d'un programme qui prévoit également la réalisation de 5 piscines couvertes de proximité au niveau de plusieurs quartiers de la cité Ocre. Le
second projet inauguré par Sa Majesté le Roi est celui des terrains de proximité Askjour. Il concerne l'aménagement de 10 terrains de football en gazon synthétique, de pistes de course, d'une aire de jeu pour enfants, d'espaces verts et de récréation, d'une cafétéria, d'une infirmerie et de vestiaires. D'une superficie de 20 000 mètres carrés, ce projet a été réalisé dans le cadre d'un partenariat entre le ministère de la Jeunesse et des Sports et la commune de Marrakech. Un programme national de construction de 832 complexes socio-sportifs de proximité est mis en œuvre. Il mobilise une enveloppe budgétaire de l'ordre de 600 millions de dirhams. Le programme, qui sera réalisé dans un délai de 36 mois, porte sur la construction et l'équipement de terrains de proximité au niveau des communes rurales et périurbaines des différentes régions du royaume. À forte valeur ajoutée sociale, les projets inaugurés par Sa Majesté le Roi viennent s'ajouter aux multiples actions entreprises par le souverain au niveau de la ville de Marrakech et destinées à l'amélioration des conditions de vie des populations locales, au renforcement des services et infrastructures de base et au développement intégré, équilibré et inclusif de la cité ocre. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à Sa Majesté le Roi Abdallah II Ibn al-Hussein du royaume hachimite de Jordanie suite aux inondations qui ont frappé certaines régions de son pays. Dans son message, le souverain affirme avoir appris avec une profonde émotion cette tragique nouvelle ayant fait plusieurs victimes. Et puis ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à Madame Sahle Work Zewde à l'occasion de son élection présidente de la République démocratique fédérale d'Éthiopie. Dans son message, le souverain fait part de sa détermination à œuvrer de concret avec Madame Sahle Work Zewde en vue de consolider les liens de coopération fructueuse entre les deux pays, liens qui ont connu une forte impulsion depuis la visite officielle effectuée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en Éthiopie en 2016. Et notez également ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI au président fédéral de la République d'Autriche, Alexandre Van der Bellen, à l'occasion de la fête nationale de son pays. À Rennes, en France, c'est sur haute instruction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales. Le contre-amiral inspecteur de la marine royale a présidé aujourd'hui la cérémonie de transfert du pavillon du bâtiment hydrographique et océanographique multimission que le souverain a bien voulu baptiser Dar el-Baïda. À cette occasion, le contre-amiral inspecteur de la marine royale a souligné que la réalisation du bâtiment Dar el-Baïda est une étape importante visant à donner au royaume l'autonomie scientifique et opérationnelle qu'il mérite dans une discipline devenue capitale sur la scène internationale, y compris pour la préservation de la souveraineté nationale. Depuis 2008 et sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc s'est engagé dans le développement d'une politique intégrée en matière d'hydrographie et d'océanographie et de cartographie également, où la marine royale joue un rôle central dans le cadre d'un comité national interdépartemental chargé de la promotion de cette discipline. Grâce à l'intérêt particulier que Sa Majesté le Roi Mohammed VI ne cesse d'accorder au programme de réhabilitation et de mise en valeur des anciennes médinas, les villes millénaires du royaume vivent désormais au rythme de projets structurels et focus aujourd'hui sur la ville de Meknès. Il est question de donner un coup de jeune aux joyaux architecturaux dont elle regorge avec un programme ambitieux qui mobilisera une enveloppe budgétaire de 800 millions de dirhams. Lundi dernier, 4 conventions cadres avaient été signées à Marrakech sous la présidence de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l'occasion de la présentation des programmes de réhabilitation et de mise en valeur des médinas de Salé, Meknès, Tétouan et Saouira. Brahim El-Ghouti et Mohamed El-Shkar. Meknès, la ville intramuros, est protégée par une muraille qui s'étend sur plus de 40 km et autant d'éléments de patrimoine et de monuments historiques, plusieurs fois séculaires. D'ailleurs, l'ancienne médina de Meknès est classée par l'UNESCO depuis 1996, patrimoine de l'humanité. La restauration de ces trésors de la civilisation millénaire du royaume
est au cœur du projet de réhabilitation et de mise en valeur, programme lancé sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI. L'objectif du programme de restauration, ce n'est pas seulement la préservation du patrimoine de la Médina, mais c'est aussi d'en faire un facteur de développement économique et un espace de vie agréable pour les habitants. Le programme de réhabilitation de l'ancienne Médina de Meknès se décline en plusieurs axes pour une enveloppe budgétaire globale de quelques 800 millions de dirhams. Le premier axe porte sur la restauration de la majorité des monuments historiques. Le deuxième axe concerne l'accès à la Médina avec le réaménagement des places publiques et des esplanades. Et le troisième axe porte sur la restauration des foundouks et maisons anciennes pour renforcer l'attractivité touristique de la Médina. Et justement, l'ancienne Médina de Meknès regorge de sites très fréquentés par les touristes. Je suis à l'école coranique de Mérénide et c'est incroyable que les anciens peuvent faire sa structure intricate and beautiful. J'ai voyagé beaucoup, mais j'ai jamais vu la sensibilité que les Marocains ont pour le dessin. Le programme de réhabilitation de la Médina de Meknès devrait permettre de valoriser cette ancienne Médina à travers notamment les circuits touristiques et l'aménagement de l'espace urbanistique. Le Conseil de gouvernement réuni aujourd'hui sous la présidence du chef du gouvernement Saad El Athmani a adopté le projet de décret relatif à l'heure légale stipulant le maintien permanent de l'heure d'été en vigueur actuellement. Le Conseil de gouvernement réuni aujourd'hui a également décidé de prendre une série de mesures visant à accompagner la mise en œuvre du projet de décret relatif à l'heure légale, notamment au niveau des établissements scolaires, avec la reconsidération des heures d'entrée et de sortie afin de permettre aux élèves d'effectuer ces déplacements dans des conditions convenables. D'autres mesures seront également prévues, notamment en ce qui concerne les horaires administratifs. La Chambre des représentants tiendra lundi prochain une séance plénière consacrée aux questions orales relatives à la politique générale, questions auxquelles répondra le chef du gouvernement Saad El Athmani. La séance débutera à 15h. Rabat et Lisbonne déterminés à renforcer leur partenariat stratégique. C'est ce qui ressort principalement du communiqué commun publié à l'issue des entretiens tenus dans la capitale portugaise entre le président de l'Assemblée de la République, Ferro Rodrigues, et le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki. Les deux responsables ont d'ailleurs procédé à la signature d'un mémorandum d'entente à travers lequel les deux institutions s'engagent notamment à institutionnaliser l'échange de bonnes pratiques parlementaires. Arbin Hayri, Bakhtar Niabi et Zakaria Mouqimbillah. Nouvelle impulsion aux relations maroco-portugaises. Pour le président de la Chambre des représentants et le président de l'Assemblée de la République du Portugal, cette visite est l'occasion de rappeler les racines historiques liant les deux pays. Au cours de leurs entretiens, des sujets d'intérêt commun sont abordés. Un mémorandum d'entente est signé en vue d'institutionnaliser l'échange de bonnes pratiques parlementaires et contribuer au développement de la coopération sur tous les niveaux. Cette visite, couronnée par la signature d'un mémorandum d'entente entre les deux institutions législatives, contribuera à donner une nouvelle impulsion aux relations bilatérales. Je suis honoré de recevoir le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki. Nous avons discuté de plusieurs sujets d'intérêt commun. Cette visite est de nature à rapprocher davantage le Maroc et le Portugal et les peuples des deux pays. Le président de la Chambre des représentants a également eu des entretiens avec le ministre portugais des Affaires étrangères, Augusto Santos Silva. L'accent a été mis sur la nécessité de développer les relations économiques, politiques et culturelles. Les deux responsables se sont penchés aussi sur le sujet de l'immigration. Dans le cadre de l'Union européenne, le Portugal, c'est un des avocats
de la nécessité pour l'Europe de cultiver de bonnes relations avec ses voisins très prochains que sont le Maroc. À l'issue de cette visite, les deux parties ont convenu de la tenue d'une séance de travail du groupe d'amitié maroco-portugais au début du mois de décembre prochain. Les États-Unis se tiennent aux côtés du Maroc dans sa lutte contre le terrorisme et la préservation de sa sécurité, a affirmé aujourd'hui à Rabat la présidente de la sous-commission des affaires étrangères chargée de la région MENA au Congrès américain, Madame Yana Ros-Leiten, en visite au Royaume. À l'issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, Madame Ros-Leiten a qualifié le Royaume de pays fort avec une bonne gouvernance. La députée républicaine a également souligné que les États-Unis attachaient une grande importance aux relations séculaires de coopération fructueuse et d'amitié bilatérale dans tous les domaines, allant du commerce à la sécurité. Le Forum des panafricaines souffle sa deuxième bougie. Ses travaux se sont ouverts aujourd'hui à Casablanca. L'événement rassemble des journalistes femmes représentant une cinquantaine de pays du continent. Cette deuxième édition met les participantes au cœur de l'actualité brûlante de la migration. L'événement se tient d'ailleurs sous le thème « Migration africaine, une chance pour le continent et une responsabilité pour les médias ». Abdelrahman Ziyan, Leila Asli et Dominique Orlando. C'est donc ce matin que s'est ouverte à Casablanca la deuxième édition du Forum des femmes journalistes d'Afrique et l'on peut d'emblée affirmer que la manifestation a tout d'abord gagné en volume. Au nombre de 100 l'année dernière, elles étaient le double à avoir fait le déplacement cette fois-ci. De grands noms du journalisme au féminin qui continuent d'agir à travers tout le continent, ce qui n'est jamais le cas de façon fantaisiste. Les panafricaines, ce sont des journalistes avant toute chose. Il y a des directrices de publication. Il y a ici, à Casablanca en ce moment, des directrices de télé qui chapeautent plus de 400-500 personnes à travers leur pays. Il y a des rédactrices en chef, il y a des journalistes reporters, il y a des photographes de presse. Ce sont des journalistes avant toute chose. Et en tant que journalistes, nous traitons de l'actualité et pas de la problématique de femmes. La thématique abordée cette année concernera durant 2 jours essentiellement la question des migrations, une chance pour le continent, une responsabilité pour les médias. Au vu de la manière dont ce sujet est actuellement traité, on a presque du mal à croire en un tel slogan. Longtemps, il y a les médias internationaux qui nous ont habitués à penser que le phénomène des migrations, c'est un mal, c'est un vampire, c'est une sangsue pour l'évolution du monde. Et on nous a éduqués avec cette mentalité-là et c'est resté dans notre cerveau. D'où l'importance du traitement que les journalistes se doivent d'accorder à cette question des flux migratoires. Cela peut passer parfois par un vrai travail sur soi. Il y a un certain nombre de stéréotypes qui circulent sur notre continent lui-même concernant les migrants. Est-ce que vous saviez que 80% de la migration des Africains se fait d'abord à l'intérieur des frontières du continent? 80% de cette migration est intra-africaine. Elle est intra-africaine, il faut mieux nous connaître, il faut lutter également contre la xénophobie, lutter contre les stéréotypes, je vous le disais tout à l'heure. Et là, évidemment, le rôle des médias est déterminant. On aura surtout compris qu'il est grand temps de redonner aux migrants eux-mêmes ces droits fondamentaux qui leur sont dus et qui sont seuls à permettre d'accorder un vrai sens au respect de la dignité. L'hécatombe routière ne cesse de faire des victimes. Un autocar transportant des ouvriers et des ouvrières agricoles s'est renversé hier au niveau du douar Oulad Youssef, cercle Qsbet Tadla. Bilan 54 blessés, dont 2 graves. Selon des informations annoncées par la protection civile, les blessés ont été évacués en urgence au centre hospitalier régional de Bni Mellal pour recevoir les soins nécessaires. Nous ne le dirons jamais assez, redoublez de vigilance si vous êtes au volant, surtout avec les pluies généralisées qui intéressent plusieurs villes du royaume. Et selon un bulletin officiel spécial plutôt de la direction de la météorologie nationale, des averses orageuses localement fortes intéressent effectivement plusieurs provinces du royaume. Cette nuit et demain, il tombera entre 60 et 80 mm à Agadir, Idaoutanen, Al-Haouz, Azilal, Bni Mellal,
شيشاوا شتوكا إتباها قلعة سراغنا إساويرا تاغودان تاتا تينغير يوسفيا إزاغورا et entre 30 et 50 mm à Fqih Ben Saleh, Gilmim, Inzgan, Eit Melloul, Marrakech, Ouarzazat, Rhamna, Sidi Ifni, Tiznit et Tantan. Et sous d'autres cieux, les caprices de la météo s'annoncent ravageurs. Les intempéries qui ont secoué l'ouest de la Jordanie ont fait 20 morts et 35 blessés, en majorité des écoliers qui venaient de quitter l'école et des membres des forces de l'ordre. Ces derniers participaient à des opérations de secours, mais parmi les morts, il y a également des passants qui se promenaient dans cette région touristique du pays et qui ont été emportés par les flots. Le gouvernement promet une enquête complète. Un trésor du XVIIIe siècle a été découvert par des archéologues dans le Danube asséché au sud de Budapest, en Hongrie. Il contient 2000 pièces d'or et d'argent, des armes, des boulets de canon et des épées notamment. Le trésor a été trouvé à bord de l'épave d'un navire commercial dont la nationalité n'a pas encore été déterminée. Cette découverte a été possible grâce au niveau exceptionnellement bas pendant ces jours-ci des eaux du fleuve du Danube. Retour chez nous, les travaux de la 6e édition du Marrakech Air Show se poursuivent à Marrakech. Cette grand-messe de l'aéronautique est l'occasion pour les professionnels de présenter et de débattre des dernières innovations technologiques. 200 exposants et 100 délégations officielles y prennent part. Les détails tout de suite dans ce reportage signé Amina Allem sur un récit de Mounia Marouche. Marrakech Air Show 2018, une vitrine de toutes les avancées réalisées au niveau de l'industrie aéronautique, civile et militaire. Les constructeurs viennent présenter leurs aéronefs les plus récents et leurs dernières innovations technologiques. Et pour cette session, on est là encore plus renforcé que les autres fois, puisque là, on est tous ensemble dans un stand Airbus que vous voyez ici, où il y a le militaire, le commercial, le civil et les hélicoptères et aussi les satellites. Donc ça, c'est toutes les différents produits d'Airbus sont représentés au Maroc. Le Marrakech Air Show constitue désormais une plateforme d'échange entre les professionnels du secteur, toutes filières confondues. 200 exposants et 100 délégations officielles de 80 pays participent à cette grande messe aéronautique. Nous représentons ici l'Académie de l'aviation civile marocaine créée en 2016 et dont le siège est situé au niveau de l'aéroport de Ben Slimane. Nous aspirons à travers ce salon à faire connaître notre académie aussi bien au niveau national maghrébin que dans le reste du continent. La filière aéronautique au Maroc compte 110 entreprises, 11 000 salariés hautement qualifiés et développe un chiffre d'affaires à l'export de plus d'1 milliard de dollars. Direction Airfood où se poursuivent les travaux de la 9e édition du Salon international des dattes, un rendez-vous annuel incontournable pour la valorisation du palmier et la commercialisation du produit au niveau international. Plus de 200 exposants représentant toutes les régions du royaume et de nombreux pays étrangers y prennent part. Nos envoyés spéciaux, Fouad El-Harash et Boubkar Ben Ghabret, nous plongent dans cette ambiance festive où la date est dignement célébrée. Les dattes se caractérisent par leur haute valeur nutritionnelle. Aussi, date 2018, ce sont près de 220 exposants qui prennent part à l'événement pour présenter chacun selon sa région les différentes variétés de dattes. Cette année, il a beaucoup plu, ce qui a quelque peu affecté les dates, mais la production a tout de même conservé une bonne qualité. La production est bonne. Il y a beaucoup de variétés réputées dans la région. Aziza, Lassian, Nejda, Boufkos et bien d'autres. La production est excellente en dépit des fortes précipitations. Les dattes de Zagora sont bonnes et goûteuses. Au Maroc, ce sont plus de 400 variétés de dattes mises sur le marché. Avec les mêmes valeurs nutritionnelles, elles se distinguent pourtant par leur calibre et le poids, mais également par leur prix selon les variétés et la région.
Les dattes représentent l'essentiel des exportations de la filière. Si le grand volume est orienté vers l'Europe, de nouvelles perspectives se dessinent pour la date marocaine vers d'autres horizons. La variété Mjoul arrive en tête, une variété très appréciée par les visiteurs. J'aime beaucoup la région d'Erfoud et de Rissani Merzouga. Et effectivement, les dattes de cette région sont vraiment délicieuses. Elles ont un goût de miel. Grâce à des travaux de recherche portant sur la culture in vitro des plants, le royaume produit désormais les 500 000 pieds de palmiers dati chaque année. Page culture avec la 15e édition du Festival des Andalousies Atlantiques d'Essaouira, un festival qui incarne le métissage et la richesse du patrimoine culturel marocain, avec des spectacles appelant à la paix et à la tolérance au grand bonheur des aficionados du répertoire judéo-arabe. Abdrahim Tahraoui, Jihad Libri et Iman Ablou. De toute évidence, le dialogue interculturel prend à Essaouira ses lettres de noblesse. Le mounchid Ahmed Marbouh et les cantors Benjamin Bouzalgo et Haï Korkos fusionnent leurs voix devant une centaine de musiciens et autres chanteurs sous la direction d'Anas La'attar, l'un des maîtres de la musique andalouse à la tête du légendaire orchestre Mohamed El-Beji. Nous avons pensé à mélanger les rythmes de la musique andalouse, celle du répertoire judéo-arabe, pour donner naissance à cette création distinguée ici à Essaouira. Une ouverture digne de l'esprit légendaire de la cité des Alizés. Une terre de vivre ensemble où les liens unissant les civilisations juives et musulmanes s'enrichissent naturellement. Cette 15e édition propose toute une palette de couleurs musicales authentiques, le répertoire andalou, le matrouz, Chegouri, le sama, le flamenco et bien d'autres. C'est une belle opportunité de rencontre artistique inédite que vous n'aurez l'occasion de voir que sur le podium des Essaouira. Cela fait 11 ans que je prends part à ce festival. À chaque fois, je découvre quelque chose de nouveau avec les différents groupes et les différentes sensibilités artistiques que j'ai le plaisir de côtoyer. Encore une fois, les Andalousies Atlantiques jettent toute la lumière sur l'héritage musical du berceau hispano-marocain. Un pan d'histoire qui continue d'exalter l'éblouissante, l'hospitalière et l'effervescente Andalousie. Et avant de refermer ce journal, nous vous rappelons que le Conseil de gouvernement réuni ce matin sous la présidence du chef du gouvernement Saadi Latmani a adopté un projet de décret relatif à l'heure légale qui stipule le maintien de l'heure d'été en vigueur actuellement. Pour ce qui est des horaires de nos journaux d'information, nos journaux télévisés sur Al-Oula, la première édition de la mi-journée en langue arabe reste programmée à 13h, mais à partir d'après-demain, dimanche, nos éditions en langue amazigh et espagnole seront programmées à 14h. Notre journal en langue française sera avancé à 18h30, l'édition principale à 20h30 et enfin le dernier bulletin sera programmé aux environs de 23h30. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 21h, vous avez rendez-vous avec Nadia Moudal pour Araïsia. D'ici là, portez-vous bien et agréable soirée sur Al-Oula.